Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Moustache brune effilée, cheveux taillés courts à la militaire, visage énergique au teint pâle, redingote droite bien prise à la taille, un jeune homme vient de s'arrêter devant la porte principale du Grand Bazar de Lyon. De loin, il a l'air décidé, le maintien est fier, arrogant même. On sent l'officier en civil à la façon de manier le parapluie comme un sabre de combat. De près, le regard est fuyant. La paupière tombe légèrement, la bouche est veule. Et le maintien n'est arrogant que pour compenser la petite taille, pas plus d'1,65 m. Il rentre dans le Grand Bazar. Il y a du monde, et il se perd rapidement dans la foule qui, en ce début de décembre, songe déjà aux achats de Noël. Nous retrouvons notre homme, il est à la droguerie. Il fixe un étalage pour le moins curieux. À le voir si élégant, presque précieux, on l'imaginerait plus facilement devant les foulards, les cravates ou les boutons de manchette que devant des couteaux de boucherie. Il les examine pourtant soigneusement, un par un. Il choisit parmi les plus grands une lame longue et large, en tâte la pointe de l'extrémité du doigt. L'acier se plie légèrement, un peu trop souple peut-être. Il réfléchit puis complète son achat par un deuxième couteau, plus petit celui-là, mais dont la lame courte ne plie pas. Tremblez, braves gens. Le criminel du boulevard du Temple est en marche. Rien de plus idiot pour un assassin, de plus déprimant qu'une victime qui a déménagé. C'est ce que le concierge d'un immeuble rue des Filles-du-Calvaire à Paris est en train d'expliquer à un inconnu fort élégant, vêtu d'un pardessus en drap léger, bleu foncé à rayures satinées, d'un pantalon gris, faux col et haut de forme. « Madame la baronne Deslards n'habite plus ici. » Devant l'air réellement désolé de son interlocuteur, le concierge propose « Si vous voulez patienter quelques instants, je vais chercher dans mes papiers. Je crois que j'ai sa nouvelle adresse. » Un peu nerveux, sourire un peu crispé, l'inconnu acquiesce et attend. « Ah, voilà, dit le concierge. C'est 42 boulevard du Temple. » L'homme répète l'adresse, remercie et sort. Désorienté car il ne connaît pas très bien Paris, il ne sait pas où se diriger. Il s'informe auprès d'un ouvrier maçon qui travaille dans la cour. Fort complaisamment, on lui indique le chemin. Fâche contretemps, mais peu importe, profitons-en pour faire plus ample connaissance avec l'inconnu. Louis Anasté, 25 ans. Ex-sous-lieutenant au 158e, cantonné à Lyon. Il vient d'arriver à Paris, les poches vides, mais une idée derrière la tête. Sa situation est inextricable. Il doit s'en sortir. On ne peut vivre décemment avec une solde d'officier en 1891. Faites le calcul. Une maîtresse à 200 francs par mois, une danseuse espagnole du théâtre Bellecour, une petite merveille. Une fiancée qui n'a pas de dot, des restaurants qui coûtent cher, une logeuse qui n'attend pas, une blanchisseuse qui refuse le crédit, un tailleur exigeant, impossible d'assurer tout cela avec une solde de 225 francs par mois. Et pour couronner le tout, la mère de cette danseuse qui vient réclamer sa fille au colonel du régiment, rien que ça. Ah, le pauvre petit lieutenant a bien des misères. Ses parents ne sont pas riches. Et s'il n'avait pas eu quelques protecteurs influents, jamais il n'aurait fait Saint-Cyr. Il faut dire que Louis Anasté est un petit homme curieux, persuadé qu'un destin glorieux lui est réservé, que son style littéraire est du dernier génie, qu'il est beau, intelligent, que tout lui est dû. Il ne peut pas supporter le manque d'argent, et surtout d'avoir des dettes. Or, il a
1700 francs de dette de 1891. Une belle somme. Et sa virilité lui interdit d'emprunter aux dames. Au contraire, pour lui, la seule et unique façon d'être un homme, et de le prouver, consiste à entretenir les dames financièrement et physiquement avec le plus d'assiduité possible. Il y a quelque temps de cela, atteint d'une sorte d'anémie à la vue, il a consulté un médecin militaire. Et voici le billet qu'il adresse à l'une de ses maîtresses pour justifier un repos nécessaire. Le remède que l'on me conseille, mon bébé, c'est d'être moins gourmand en amour. On ne saurait me prescrire un traitement plus désagréable. Nous sommes à la fin du siècle dernier, et l'on ne parle pas encore de complexe, ni d'obsession. Mais l'on peut supposer à coup sûr que le lieutenant, d'1,65 m, a bien besoin de se prouver qu'il est plus grand que les autres par n'importe quel moyen. Désargenté et agacé par les difficultés de sa vie demi-mondaine, Louis a donc une idée en tête et 2 couteaux en poche. Il arrive maintenant 42, boulevard du Temple. Il sonne. Une petite bonne lui ouvre. « Madame la baronne Deslards. »« Vous vous trompez, monsieur ? Madame la baronne habite au premier étage. » Oh, décidément, Louis n'a pas de chance. Il semble bien que le destin s'acharne à lui faire comprendre que sa visite à la baronne n'est pas de bon augure. Quelques minutes entre les 2 étages, il hésite, prêt à rebrousser chemin. Mais peut-être s'imagine-t-il dans sa psychologie particulière qu'il est un lâche s'il ne va pas jusqu'au bout de son projet. Alors, une main dans la poche de son par-dessus, il sonne de l'autre, au premier étage. Et, oh miracle, une très vieille dame ouvre la porte, dévisage un instant le visiteur dans l'ombre du palier et s'écrie « Mais c'est le jeune Louis! Entrez donc! C'est gentil de venir me voir. Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas vu. » Louis entre et suit la vieille dame au salon, tandis qu'elle s'excuse d'ouvrir elle-même la porte. Cette brave Delphine est sortie faire des courses. Elle doit discuter avec l'épicier comme d'habitude, alors je suis seul. La pièce est sombre, meublée d'acajou de bronze doré, de tentures de peluche verte, de flambeaux de cuivre. Sur les meubles et la cheminée, des souvenirs sous globe, les médailles du baron, ancien colonel de la garde impériale. À 77 ans, la vieille baronne est encore alerte. Ses yeux sont gais et jeunes, sous la dentelle du bonnet. Le jeune homme et la vieille dame vont bavarder 10 minutes de choses et d'autres. Le soir tombe vite au mois de décembre. Il est 4h30. Louis se lève. Il va prendre congé. Il n'y arrive pas. Elle parle, lui demande des nouvelles de son colonel, de sa famille, de sa santé, de Lyon. Dans la poche de son par-dessus, la main de Louis se crispe sur le manche du petit couteau. Il transpire en regardant nerveusement autour de lui. Dire qu'il y a au moins 25 000 francs de titres cachés quelque part dans l'un de ses secrétaires. Ah, si seulement elle lui tournait le dos une minute, qu'il ne voit plus son visage, qu'il ait le temps de sortir le grand couteau qui flotte entre la doublure du par-dessus et le tissu. Oh, voilà qu'elle lui parle de son fils maintenant. Ce vénard bourré d'argent. Il a envoyé un pneumatique pour dire qu'il ne rentrait pas dîner ce soir. Et où est donc ce pneumatique? Ah, là, sur la cheminée. La vieille dame s'est retournée. Louis transpire de plus belle. Il s'arrête presque de respirer. Sa main saisit le pan de son par-dessus, dégage le couteau comme au ralenti. Les secondes s'étirent. Il est temps. Il le faut. C'est maintenant. La vieille dame a un râle étouffé. Le couteau a glissé sans effort sous le menton qu'il a ouvert d'un grand trait, mais elle ne tombe pas. Elle vacille, ensanglante le tapis de ses pieds, mais ne tombe pas. Alors Louis se jette sur elle. Il frappe. Frappe encore. Il veut qu'elle tombe. Voilà. C'est fait. Essoufflé, Louis se précipite, ouvre les tiroirs, les renverse, piétine les papiers, les bijoux. Il y a là un secrétaire fermé à clé, il entreprend de le forcer avec les pincettes de la cheminée. Soudain, il s'arrête, figé. Une porte vient de s'ouvrir au fond de l'appartement. Un pas fait grincer le plancher ciré, une lampe s'approche. À tâtons. C'est Delphine, la bonne, qui vient au salon rejoindre sa maîtresse. Elle est entrée par l'escalier de service, elle approche. D'un bond, Louis se dresse, récupère son couteau sur le tapis, et en un éclair se jette sur la silhouette qu'il entrevoit. Il la renverse, s'acharne. Mais la vieille domestique est vigoureuse, elle se débat, et le couteau se heurte à l'énorme chignon qui lui protège la nuque.
Louis s'épuise en un corps à corps effrayant. Delphine se met à hurler. Pris de panique, il porte un dernier coup à la gorge et se redresse. Delphine s'est arrêtée de crier. Une sorte de gargouillis atroce filtre de sa gorge ouverte et ses yeux chavirent. Alors Louis retrouve un peu son sang-froid, il récupère son parapluie et son chapeau dans l'antichambre, sort et descend l'escalier d'un pas qu'il s'oblige à être ferme et naturel. Pourvu qu'elle ne crie pas, pourvu que j'arrive en bas, avant qu'elle appelle. Mais c'est incroyable, à moitié morte. La vieille servante hurle par la fenêtre au moment où il passe devant la loge du concierge. « Au secours! À l'assassin! Arrêtez-le! Arrêtez-le » Le concierge se précipite effaré et croise sur le palier un élégant visiteur qu'il distingue mal dans l'obscurité et dont la voix autoritaire ordonne « Dépêchez-vous donc de fermer la porte! Il y a un malfaiteur dans l'immeuble. Je vais chercher la police. » Et le brave concierge referme la porte sur un inconnu qui va se perdre maintenant dans l'immense anonymat parisien. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. 3 semaines se sont écoulées depuis le crime du boulevard du Temple, et le chef de la sûreté, Goron, est de mauvaise humeur dans son cabinet. Oh diable, les journalistes! À les lire, il suffirait d'appuyer sur un bouton et de sortir une fiche pour arrêter un assassin. Certes, la baronne Délard n'est pas n'importe qui, mais son assassin, lui, c'est n'importe qui. N'importe lequel des milliers d'hommes à redingote bleu marine qui circulent dans la ville. Pour l'instant, les seuls indices, mis à part le signalement précis du criminel, sont le couteau et le pardessus. Cet imbécile a oublié son couteau dans le couloir de l'appartement. Or, ce couteau porte une marque de fabrique. 2 initiales, F.M. Goron a inondé tous les couteliers parisiens de demandes de renseignements, et il a fait passer des annonces dans la presse avec la description du pardessus bleu marine à rayures. Il a entendu les témoins, Delphine, toujours debout malgré une entaille au cou de 20 cm au moins, la petite bonne de l'étage inférieur, le concierge de la rue des Filles du Calvaire, l'ancienne adresse de la baronne, l'ouvrier maçon, tous ont donné le même signalement. Petite taille, moustache brune, par-dessus, haute forme, parapluie. Il ne reste plus qu'à mettre la main dessus. Ça devrait être facile pourtant, car l'assassin semble bien connaître la baronne Délard. Mais le mari, veuf effondré, a beau chercher dans ses relations, il ne le voit pas, non. D'ailleurs, le colonel ne connaît que des militaires. Et aucun militaire ne pourrait faire ça. Ah, le pauvre policier a bien du mal. Il tourne et retourne tout ça dans sa tête en passant machinalement en revue sa collection de menottes, boulets de bagnards, pistolets et autres portraits d'assassins, une collection qu'il a mis des années à constituer et qui ferait concurrence au musée des horreurs. Ce matin-là, pourtant, un premier espoir vient raviver l'enquête. Un coutelier de Thiers vient l'informer que les couteaux marqués FM, il les fabrique dans la région lyonnaise et que son plus gros client, c'est le Grand Bazar, quartier Perrache, à Lyon. Lyon? Ah, voilà qui change tout. L'enquête était centrée sur Paris jusque-là. On peut supposer au contraire que le criminel serait venu de Lyon. Et la première des choses à faire, c'est d'interroger les vendeurs du Grand Bazar, bien sûr, et de diffuser le signalement de l'assassin dans tous les hôtels garnis de la capitale. Goron se reprend à espérer, d'autant plus que, décidément, c'est son jour de chance. En ouvrant le courrier de l'après-midi, il tombe sur un prospectus de tailleur représentant un par-dessus, et ce prospectus est accompagné d'une merveilleuse lettre commerciale. Elle dit notamment « Le par-dessus, dont l'élégance a frappé les témoins, provient certainement de nos ateliers spécialisés dans la confection de ce modèle. Nous le vendons au prix imbattable de 50 francs, port compris. » Mais le tailleur est installé à Lyon. Ragaillardi, le commissaire reconvoque tous ses témoins, familiers, relations de la baronne Délard, et se met à leur parler de Lyon. Au cours de l'audition d'un vieux ménage, ancien domestique de la baronne rue des Filles du Calvaire, une nouvelle coïncidence se révèle. Le mari, fouillant dans ses souvenirs, se rappelle soudain. Un jeune homme, petit. Mais est-ce que ce ne serait pas le petit soldat qui venait voir parfois madame pour voir son fils? Il était bien maigre. Et monsieur Paul, lui, il lissait souvent la pièce. Il est officier maintenant, je crois, au 158e régiment de Lyon. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah, Louis Anasté. Décidément, c'est Lyon. Les hommes de la sûreté partent maintenant sur une enquête de routine. Goron, lui, n'est pas très convaincu, pourtant. Il connaît les militaires, lui aussi. Ce crime n'est sûrement pas le fait d'un officier français. Mais
Mais les renseignements recueillis auprès du régiment de Louis Anasté ne le montrent pas comme l'officier idéal, mauvaise fréquentation, mauvaise note, dette de jeu impayée l'ont fait mettre en disponibilité et sa radiation est imminente. De plus, Louis n'est pas à Lyon. Il n'y est plus depuis le 1er décembre. Sa folle maîtresse lui a prêté 50 francs pour prendre un billet pour Paris. Il a promis de revenir bientôt et de me rembourser et de m'épouser, confie-t-elle à l'enquêteur. Louis n'est pas à Lyon. Il est sûrement resté à Paris. Enfin, le patron d'un hôtel minable de la rue Notre-Dame-des-Victoires vient remettre à la sûreté la liste des clients du mois de décembre, et parmi eux, Louis Anasté. Il n'a même pas changé de nom pour s'inscrire à l'hôtel. Il n'est parti que depuis peu pour s'installer dans un garni que lui a indiqué l'hôtelier rue de Valois. C'est une petite chambre, misérablement meublée. Les finances sont basses. Le renseignement est arrivé tard dans la soirée. Et comme on ne peut arrêter un suspect la nuit, les hommes du commissaire Goron s'installent dans le couloir de l'immeuble pour surveiller l'étage en attendant l'heure légale au petit jour. De temps en temps, l'un des policiers monte jusqu'à l'étage et glisse un œil par le trou de la serrure. Louis Anasté est couché sur le lit étroit. Il lit, à la faible lueur du gaz, et un revolver est posé sur la table de chevet. Goron, qui croit dur comme fer à l'honneur militaire, arpente la rue déserte en marmonnant « pourvu qu'il ne se suicide pas en nous voyant ». Mais Anasté ne se servit pas de son revolver, il n'était pas chargé. Au réveil, il ouvrit sa porte à la première injonction, très à l'aise, l'œil interrogateur. « C'est une plaisanterie, je suppose ?» Goron hésite un peu, le ton est ferme, la lueur dégagée. De plus, il a devant lui un homme barbu dont le visage ne correspond pas du tout à la description qu'on lui a faite. Aux questions sur son emploi du temps, l'après-midi du 4 décembre, il répond avec fermeté, mais il a rendu visite à d'anciens amis, boulevard Beaumarchais, pris le thé avec eux et s'est laissé retenir à dîner. « À quelle heure êtes-vous arrivé chez eux ?» demande Goron. « Un peu avant 4 heures. » Goron sait que le crime a eu lieu aux environs de 4h30. Si donc l'alibi d'Anasté est confirmé par ses amis, Goron se rend boulevard Beaumarchais et interroge la maîtresse de maison. Celle-ci se souvient parfaitement du jour où Louis Anasté est venu prendre le thé et dîner chez elle. Pensez donc, le jour même du meurtre de cette chère baronne. Il était 4 heures, je m'en souviens parfaitement. La pendule du hall a sonné 4 coups au moment où l'on annonçait M. Anasté. J'ai même pensé que la nuit tombait bien vite, et j'en ai fait la réflexion. Déçu, le policier regagne son bureau. Pourtant, les témoins ont reconnu formellement Anasté une fois sa barbe rasée. On a retrouvé le pardessus bleu marine et au fond de la poche, une minuscule trace de sang. Mais Anasté nie tout en bloc. Il n'a jamais acheté de couteau au Grand Bazar. L'employé est un jeune abruti qui veut se faire valoir. Le pardessus, il a été taillé dans une pièce de drap qu'il possédait par le tailleur du régiment. Et s'il s'est coupé l'index avec son canif, il a dû distraitement mettre sa main dans sa poche. Ce qui ne va pas, c'est que la coupure est à l'index droit et la tache dans la poche gauche. Et Goron de marmonner, difficile à faire, ça. L'assurance apparente de Louis Anasté n'est pas démentie. Cependant, le commissaire a l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il avoue. Enfin, la chance va le servir de nouveau. En effet, arrive par la poste une lettre élégante de la maîtresse de maison du boulevard Beaumarchais chez qui Anasté avait passé une bonne partie de l'après-midi et de la soirée. Cette lettre dit ceci. « Monsieur le chef de la sûreté, je crains qu'une erreur de ma part ne nuise à notre pauvre ami. En effet, ce n'est pas à 4 heures, mais après 5 heures qu'il est venu chez nous le 4 décembre. Ma femme de chambre, en remontant l'horloge, avait sottement déplacé les aiguilles, celle-ci marquant ainsi plus d'1 heure de retard. » La charmante amie de Louis Anasté ne connaissait pas l'heure du crime, bien entendu. 4h30, je vous le rappelle. Enfin, Goron va gagner. Devant ce dernier argument, le superbe Louis Anasté s'effondre, et d'un seul coup, il avoue. En somme, il était allé tuer avant d'aller prendre le thé. Il aura un procès retentissant, une détention à la conciergerie, toute littéraire, durant laquelle il ne cessera d'abreuver famille, amis et maîtresse d'une prose élégante et recherchée, voire de poèmes lamartiniens.
Il utilise même l'un de ses codétenus pour dicter un roman après avoir persuadé le malheureux garçon qu'il a besoin de consolider son orthographe et faire des dictées. Totalement inconscient, démesurément orgueilleux, prétentieux, au point d'en devenir stupide et d'assassiner une vieille dame pour payer ses dettes, le beau petit lieutenant a eu son heure de gloire. Le 20 mars 1892, il est monté à l'échafaud en silence sur la place de la Roquette. Il savait que les belles dames, avides de sensations, louaient des chambres dans les hôtels voisins pour guetter à la jumelle, dans le petit matin, l'éclair de la guillotine. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Si les faits divers vous intéressent, alors les récits extraordinaires de Pierre Bellemare sont faits pour vous. Chaque lundi et chaque jeudi, découvrez une nouvelle histoire sur des enquêtes criminelles mystérieuses, des disparitions inexpliquées, des trahisons familiales et d'autres énigmes policières hors du commun. Pour ne rien manquer et rester informé de la sortie des nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un univers de polar disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà pour ce récit haletant que je sors directement de votre livre, Sébastien Spitzer, Dans les flammes de Notre-Dame, qui paraît chez Albin Michel. Quelle a été votre méthode de travail? Je précise d'ailleurs que je n'ai pas repris la totalité du livre. Il y a d'autres points de vue, d'autres personnages, celui de Anne Hidalgo, celui des journalistes qui annoncent et font vivre l'événement à la télévision. Je me suis concentré sur place, j'ai envie de dire. Quelle a été votre méthode pour arriver à reconstituer minute par minute ce qui s'est passé? Ma méthode a été empirique. J'ai pas voulu faire une enquête, j'ai pas voulu être exhaustif. Je suis allé voir les pompiers parce que j'avais pas mal d'amis qui étaient pompiers. J'ai été journaliste pendant des années, je les ai suivis, j'ai dormi à la caserne, j'ai décalé avec eux dans leur camion, je les connais. Et le lendemain de l'incendie, je les ai appelés pour prendre des nouvelles et ce qu'ils ont commencé à me raconter m'a stupéfait. Et donc j'ai voulu en savoir plus. Pas comme un livre d'enquête, mais comme un recueil de témoignages qui me permettait de palper la réalité. Tu parles facilement? Parce que ce sont des militaires, hein, les pompiers de Paris, c'est un cas à part avec ceux de Marseille. Alors les premiers coups de téléphone ont été spontanés et faciles. Et ensuite, quand ça a été plus systématique, là, il a fallu obtenir des autorisations SSL, notamment par le biais de l'état-major. Ils sont tenus au devoir de réserve. Il y a un devoir de réserve. Ce sont des soldats du feu, une brigade créée par Napoléon et qui est régie par toutes les lois qui correspondent à la Grande Muette. Hein. Alors, on n'interviewe pas les militaires comme ça, donc il a fallu prendre du temps. Mais vous pensez qu'ils vous ont tout dit? Ou qu'ils ont laissé certains épisodes de côté? Je sais pas. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit Dans vos yeux, à l'instant, je viens de lire oui. Ce qu'ils m'ont dit m'a stupéfait. Ce qu'ils m'ont dit m'a comblé. Ce qu'ils m'ont dit m'a suffi parce que c'était humain. Infiniment humain. Vous avez retenu le personnage de Myriam. Ouais. Myriam, c'est un petit bout de femme. Elle a 25 ans. Elle est dure comme le fer. Elle a un mental d'acier. Et c'est la première à se rendre sur place. Myriam a 25 ans. Quand elle était plus jeune, elle rêvait d'être pompier. Elle est née à Arras. Elle passait par la place des Héros quand elle rentrait chez elle. Et elle est la première à monter là-haut. Et imaginez-vous quoi? Cette femme, Myriam, avec son nom symbolique, Myriam, c'est Marie. C'est la Marie de la Bible qui va sauver Notre-Dame. Quel premier symbole fou. Eh bien, Myriam, elle est là-haut, perchée sur Notre-Dame, entre le vide et le néant. Le néant, c'est le brasier, et le vide, c'est l'altitude, quoi. C'est les 45 mètres qui les séparent du sol. Et elle va y aller. Alors, prenons l'intervention d'abord des pompiers, de cet équipage qui arrive de la caserne voisine, qui est donc à 900 mètres. Ce qu'on perçoit dès le début de ce récit, c'est que le problème, il vient de la sécurité de Notre-Dame.
qui met 28 minutes, ça paraît surréaliste, à comprendre et à appeler les pompiers. On se demande s'il n'aurait pas pu appeler les pompiers avant de comprendre. Mais c'est le départ du feu, c'est le départ du drame. Vous savez, Victor Hugo disait dans tous les drames comme dans la réalité, il y a du grotesque et du sublime. Oui. Le grotesque, il s'est logé là-dedans dans ce petit boîtier. En fait, il y avait un message d'alerte. Zone, nef, sacristie. Mais tout le monde savait que ça désignait pas la nef et la sacristie. Bah, pas tout le monde, pas ceux qui ont fait le tour du feu. Sont là. Les agents de sécurité, ceux qui sont chargés de se présenter tout de suite quand il y a un incendie. C'est un incident, un incendie, c'est un nouveau, c'est un petit gars qui a été embauché la veille. Ouais. Il voit sur le boîtier cette alerte-là, ce message-là, et il monte dans la sacristie. Mais la sacristie, c'est le petit bâtiment qui est à côté de Notre-Dame. Ouais. Alors que le feu s'est déclenché sous le toit de Notre-Dame. Ouais. C'est une erreur d'appréciation, de nomination, une erreur d'appellation zone, nef, sacristie, qui va entraîner cette perte de temps phénoménale. Et vous savez, les pompiers disent une chose. Ils disent que pour éteindre un incendie, au bout d'1 minute, il suffit d'un verre d'eau. Au bout de 2 minutes, il faut un seau. Au bout de 3 minutes, il faut une tonne. Alors, imaginez la quantité de flotte qu'il a fallu au bout de 20 minutes. Il y a un côté très dérisoire dans l'arrivée de ce premier équipage. On comprend pas bien s'il y a le feu à Notre-Dame, c'est pas un camion. C'est-à-dire que normalement, ils doivent tous arriver en même temps. Ils arrivent tout seuls. Alors évidemment, bon, les autres suivent assez vite, je pense. Mais ils arrivent tout seuls. Un petit camion de pompiers avec ces trois pompiers qui s'engagent dans la tour nord. C'est dingue. Ils arrivent les premiers, mais très vite, ils font le tour du problème. Et ils sont très vite rejoints par leurs collègues. Il y a Myriam, primo-intervenante. Et puis au sol, il y a une autre équipe. Au sol, il y a un pompier qui s'appelle le lieutenant Julien, qui va rentrer par le portail principal, qui va lever les yeux au ciel et qui va voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un crépitement au-dessus de ce toit. Et puis, le toit s'effondre. Parce que c'est la flèche qui vient de s'effondrer. Et il me dit, une fois qu'il a vécu ça, il me dit, ce jour-là, Sébastien, j'ai vu en levant les yeux au ciel, en levant les yeux en haut sur le toit de Notre-Dame, j'étais dessous et je me suis dit, c'est le diable qui est en train de nous vomir dessus toutes les flammes de l'enfer. Vous voyez ces images-là fortes. Ils ont tous été très marqués par la symbolique, par la puissance de cet incendie, pas par sa difficulté technique à l'appréhender, à en faire le tour, mais par tous les symboles que ça générait. Et vaincre le diable. Vous savez, les pompiers sont des soldats du feu. Ils sont là pour vaincre un ennemi. Ce jour-là, leur ennemi était diabolique. Il avait une bouche énorme et il vomissait sur eux toutes les flammes de l'enfer. Alors ce qu'on perçoit aussi, c'est que le fait que les pompiers se soient entraînés, et ces pompiers-là, se soient entraînés régulièrement à Notre-Dame, qui connaissent la cathédrale, est essentiel. C'est-à-dire que Myriam, elle sait précisément où sont les colonnes sèches auxquelles elle peut connecter sa lance pour faire monter de l'eau et arroser l'incendie. Elle le sait. Vous l'avez très bien dit, quelques mois plus tôt, ils vont faire des repérages. Ils en font régulièrement dans la cathédrale. Elle en a le plan dans la tête, elle la connaît par cœur, sa cathédrale. Simplement, quand il faut monter par ce petit escalier par lequel elle accède au toit, l'escalier il est tellement étroit qu'il y a une seule personne qui peut tenir à la fois. On voit bien à quoi il ressemble cet escalier. On voit bien à quoi il ressemble. Étroit, c'est un petit sas en pierre. Mais avec tout le matériel, 20-30 kilos qu'elle a sur le dos, et puis cette lance qu'elle va porter, et puis l'urgence de la situation, ces marches, faut les monter, il faut aller jusqu'en haut. Et puis après, ce qu'elle découvre, ces flammes immenses, c'est invraisemblable. Parce que ça, c'est une morale qu'on peut d'ores et déjà tirer, c'est que c'est l'entraînement des pompiers sur ce site dans les années qui précèdent l'incendie qui leur permettent d'être efficaces ce jour-là. Et que donc, sans doute, il y a la tentation de dire on va pas encore aller Notre-Dame cette année, on y est déjà allé l'année dernière. N'empêche que, à ce moment-là, elle sait où est la porte, elle sait où sont les colonnes sèches, elle sait comment monter jusqu'à la corniche, elle sait tout ça. Elle sait tout ça et ses chefs savent tout ça. Ouais. Ils ont des plans d'évacuation, de lutte contre l'incendie en cas d'incendie de Notre-Dame, en cas d'incendie du toit, en cas d'incendie de la forêt. Ils savent très bien ça. Ils ont imaginé ce scénario. Ils l'ont imaginé. Le meilleur moyen d'être efficace pour un pompier, c'est d'avoir répété dans ces lieux très fragiles. C'est ce qu'ils ont fait plusieurs fois. Simplement, vous savez, Christophe, les militaires, ils ont tous ça en tête, que les plans de bataille sont faits pour être balayés le jour de la bataille. Et là, quand l'incendie prend Vraiment. Quand l'incendie se déroule. Quand c'est pas un fumigène d'entraînement. Il y a un facteur qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est le vent. Et le vent qui va pousser cet incendie vers la tour nord, vers le clocher. Et donc vers eux. Et vers eux, et vers le clocher, et vers ces énormes cloches là qui risquent de s'effondrer et en s'effondrant d'entraîner avec elles tout Notre-Dame. Et là, ils ont les jetons. Et là, le général Gallet a mesuré la difficulté qui se présentait à lui. Et quand il va ensuite s'enfermer dans une salle de la préfecture juste en face avec le Premier ministre, avec le président de la République, ils en menaient pas large.
il paraît que le Premier ministre était en larmes à ce moment-là. Alors parlons du curé, de ce père Fournier, qui est donc aumônier militaire, à la fois soldat, pompier et prêtre. Faut sans doute pas trop personnaliser la chose. Il n'est pas le seul à intervenir. Il y a, vous le racontez, une brigade de sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers du Louvre, qui donc sont déjà des gens habitués à manipuler des œuvres d'art, qui sont là avec la liste des objets à sauver. Oui, ils ont tout inventorié, ils savent très bien ce qu'il faut aller chercher, à quel moment, et pour la plupart, où exactement. Simplement, comme vous l'avez raconté, le père Fournier, il y a un moment d'hésitation. Mais où est-ce qu'elle est, la couronne du Christ? Parce qu'il y a une fausse et une vraie. Ouais. Donc, la fausse est dans la sacristie, et la vraie est tout au fond de la cathédrale. Et peu de gens savent où elle est en vérité. Oui, c'est ça. Elle est présentée une fois par an par toute l'équipe de Notre-Dame, par Monseigneur Chauvet. Mais à ce moment-là, il y a un tâtonnement, il y a une hésitation, et puis l'histoire du code est invraisemblable. Donc c'est quelque chose, ce sauvetage des objets, des reliques, qu'ils font tous ensemble. Fournier, il a quel rôle là-dedans? C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui motive les troupes. Fournier, c'est sa mission. Fournier, il est chevalier d'un ordre particulier qui est chargé de défendre la Sainte Couronne. Ça fait partie de ses attributions. Fournier, c'est le premier prêtre qui va pouvoir rentrer alors que Notre-Dame est devenue un sanctuaire interdit à tous, où seuls les pompiers peuvent encore pénétrer. Alors cette couronne sacrée, il y a quand même quelque chose que je veux dire ici, c'est que certes l'Église catholique dit que c'est la couronne du Christ, qu'il n'y a aucune certitude là-dessus. C'est comme le Saint-Suaire de Turin, c'est comme le clou, c'est comme le morceau de la vraie croix. Ce sont possiblement de vraies reliques, ce sont possiblement de faux objets. Personne n'a jamais pu dire si c'était vrai. Faut le dire, ça, quand même. Parce que vous, dans le bouquin, on vous sent enthousiaste, mais bon, moi, quand même, j'ai une petite lumière qui s'allume. Je suis pas sûr que c'est la vraie croix. Je suis pas sûr que c'est la vraie couronne. En tout cas, ils se sont battus pour la récupérer. Ouais. Eux, ils en sont sûrs, en tout cas. Ah oui, intimement convaincus, oui. Intimement convaincu. Il va prendre tous les risques pour aller la sauver des flammes. Et puis, il va prendre une deuxième fois tous les risques pour aller sauver une miette de pain. Et ça, vous l'avez raconté. Ah, ça, c'est encore fascinant. Donc ça, alors ça s'appelle comment, ça? L'hostie? Oui, l'hostie, mais derrière, ça a la présence réelle. La présence réelle. C'est le corps du Christ, l'hostie. Ouais. Vous savez qu'on a bâti des cathédrales et des églises, pas seulement pour abriter des cérémonies ou des messes, mais pour faire autant de temples consacrés à ce petit bout de pain-là. C'est pour héberger ce petit bout de pain-là qui est le symbole du Christ. Et donc, lui, il ne peut pas imaginer que le feu tombe sur le corps du Christ, quoi. Non. C'est de la symbolique, hein, rien de plus. Oui. Et il prend des risques, parce qu'à ce moment-là, quand même, les poutres tombent. Les poutres tombent. Quand il retourne une deuxième fois dans Notre-Dame pour aller chercher l'hostie, il faut se figurer la situation, quoi. Le toit est encore en train de s'effondrer. Il y a cette cascade de plomb, puisque c'est le plomb fond. Le plomb fond, c'est quoi? C'est ces tubes qu'on est en train de retirer aujourd'hui. C'est le toit, c'est la charpente, c'est les restes de la flèche qui étaient couvertes de plomb. Tout ça, c'est un brasier. Et il a son casque. Il n'y a plus personne à l'intérieur. À ce moment-là, le général Gallet, qui est un homme avisé, a fait sortir ses équipes parce que le toit s'est effondré, parce que la flèche s'est effondrée, et il n'est pas question de perdre d'hommes. C'est un homme avisé qui a déjà vécu comme ça des situations dramatiques, qui a perdu des hommes sur une autre opération quelques mois plus tôt. Il est hors de question d'en perdre. Donc il a cette préoccupation-là en tête, mais le père Fournier a sa mystique chevillée au corps. Il a son idée et il faut qu'il y retourne. Et puis il y a cet épisode du code, donc que tout le monde a oublié. Enfin, on n'arrive pas à joindre les gens qui ont le code. Et le type qui est censé avoir le code l'a oublié. Il s'en souvient partiellement et finalement il l'a par SMS de la part d'un sacristain. Là encore, quand même, il y a un truc qui va pas dans le système. C'est Laurent Prat qui me raconte ça. C'est lui qui était devant le coffre à ce moment-là, c'est lui qui cherchait désespérément le code, et puis il me dit, c'est Sébastien, dans un moment de panique, dans un moment d'urgence, je me souvenais plus, mais bon, au dernier moment, il y arrive quand même. Oui, enfin, le sacristain lui envoie le code. Ouais, ils retrouvent le code, et puis ils mettent la main sur le trésor, ils arrivent à le sortir de là. Mais il y a un côté, ce qu'on comprend, c'est que, il y a la sécurité de Notre-Dame, mais qu'en fait, tout ce qui est secret et important, c'est les curés qui ont ça sous le boisseau, et que donc, c'est pas très professionnel, en fait, eu égard à l'importance du trésor et du bâtiment. Voilà, on est face à un trésor immense, et puis après, c'est de l'humain. Après, c'est de l'humain, avec des moments de panique, avec des moments d'hésitation, avec des erreurs commises, avec ce gros test dont je vous parlais tout à l'heure pour le boîtier qui indiquait la mauvaise zone pour aller chercher la source de l'incendie.
Et oui, Non, mais je veux dire, il y avait une gestion hasardeuse, ça changera sans doute. Il n'est pas normal que le chef de la sécurité de Notre-Dame n'ait pas le code, en vérité. Voilà, c'est tout simple. Que ça soit un sacristain qui est dans sa sacristie. Il l'avait, il s'en souvenait. Laurent Prade avait le code, il s'en souvenait plus. Ouais, ça c'est s'en autre souvenait chose. plus. Ouais. Ouais, c'est un choc traumatique. C'est un choc traumatique. Il avait le code, bien sûr, mais il s'en souvenait plus. Passionnant bouquin, en tout cas. Vous m'avez beaucoup facilité le travail parce que c'est exactement le genre de bouquin que je cherche pour raconter des histoires. Ça s'appelle Dans les flammes de Notre-Dame. C'est beaucoup plus complet que ce que j'ai raconté aujourd'hui. C'est signé Sébastien Spitzer et ça paraît chez Albin Michel. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Si les faits divers vous intéressent, alors les récits extraordinaires de Pierre Bellemare sont faits pour vous. Chaque lundi et chaque jeudi, découvrez une nouvelle histoire sur des enquêtes criminelles mystérieuses, des disparitions inexpliquées, des trahisons familiales et d'autres énigmes policières hors du commun. Pour ne rien manquer et rester informé de la sortie des nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un univers de polar disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Le 15 avril 2019, un incendie ravageait la toiture de Notre-Dame de Paris. Je vais vous raconter minute par minute le sauvetage de la cathédrale et de ses trésors. Un récit que je tire tout droit d'un livre qui paraît chez Albin Michel, Dans les flammes de Notre-Dame, de Sébastien Spitzer. J'ai écrit mon histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Ce lundi soir 15 avril 2019 marque le début de la Semaine Sainte. Le père Jean-Pierre Caveau, le chanoine de Notre-Dame, est là, devant environ 1 millier de fidèles. Il célèbre les vêpres. La soliste chante un psaume. Nous avons vu l'homme des douleurs, il n'avait ni déclat ni beauté. Quand elle a fini, elle se retourne vers le prêtre. Il est 18h20. Le père Caveau s'avance vers l'autel. Il relève ses manches, il tend les bras pour former une croix. Et là, le père Caveau entend l'alarme. Mais ça n'est pas la première fois qu'elle se déclenche en pleine célébration. Alors il se dit c'est une fausse alerte. Et là-dessus, les employés arrivent pour faire évacuer les fidèles. L'organiste ne sait pas quoi faire. Il va voir le prêtre. « Qu'est-ce qu'on fait, mon père ?»« C'est embêtant, je n'ai pas encore lu les évangiles. Allez voir de votre côté et dites-moi ce qui se passe. Je vais attendre un peu. » L'organiste va jusqu'à la sacristie. Il regarde le boîtier de contrôle qui dit « D'où vient l'alarme ?» Et il lit « Zone, nef, sacristie. » En sortant, il croise un agent, il ne le connaît pas, c'est un nouveau. Il est en ligne avec son chef au poste de sécurité. « Mais j'ai rien vu, chef. J'ai rien vu. » Alors l'organiste retourne voir le prêtre qui n'a pas bougé. Un petit groupe de fidèles est encore là, au premier rang. Il veut terminer son office. « Allez-y, rentrez chez vous, je vais rester, je vais faire une messe basse, moi. C'est que j'ai pas pu lire les évangiles, vous comprenez ?» Et donc le père Caveau se lance dans sa lecture. Lecture de l'évangile de Saint Jean. Marie prit un flacon d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Suite à un incident technique, le public est invité à évacuer le bâtiment. Mais le père Caveau poursuit. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Following a technical incident, the public is invited to evacuate the building. Mon père, il faut évacuer, vous pouvez plus dire la messe. Il y a une alarme, tout le monde doit sortir.
Le père Caveau se laisse alors conduire à la sacristie. Il est 18h42, ça fait plus de 20 minutes que l'alarme s'est déclenchée. Et sur le boîtier, dans la sacristie, le même message clignote toujours. Zone, nef, sacristie. Et c'est une erreur, en vérité, une mauvaise configuration du système, un problème identifié depuis plusieurs années. Ce capteur qui vient de se déclencher n'est ni dans la nef, ni dans la sacristie. Il est là-haut, sous la charpente. Et d'ailleurs, le chef de la sécurité vient d'envoyer un de ses agents, là-haut, dans la forêt. Lui aussi, c'est un nouveau. Il connaît mal les lieux, alors il le guide au téléphone. Il est 18h46. Chef, je suis au niveau de l'escalier de bois qui mène à la flèche. Il y a le feu, chef. Je vois des flammes. C'est un feu énorme, chef. Ok, tu prends une photo, vite, et tu dégages. Quand le chef de la sécurité reçoit la photo, il est atterré. Il est 18h48. Ça fait presque une demi-heure que l'alarme s'est déclenchée. Et là, seulement, il compose le 18. Allô? Les pompiers? Quand l'alarme retentit, à 900 mètres de là, à la caserne des pompiers de la rue du Cardinal Lemoine, la caporal-chef Myriam est au réfectoire. Elle se précipite avec les autres. Feu de toiture, à Notre-Dame. Ils connaissent bien les lieux. Ils y font des exercices chaque année. Le camion sort, il tourne à gauche, et là il voit la fumée. Renfort incendie, je répète, renfort incendie. Le chef appelle tous les pompiers de Paris à l'aide. Il leur faut 4 minutes pour arriver sur place. Au même moment, 2 engins pompes arrivent. Myriam déroule sa lance, quelques mètres de tuyaux qu'elle branchera sur une colonne, là-haut. Elle sait où elles sont. Et donc son rouleau à l'épaule, elle s'engouffre dans l'escalier de la tour nord. Un escalier en colimaçon très étroit. Pas plus large qu'un homme. Myriam avale les marches 2 par 2, voire 3 par 3. Et derrière suivent son servant et l'adjudant-chef. Et ils montent comme ça, l'équivalent de 15 étages en courant. Ils arrivent en haut. Et en haut, il y a une porte. Le servant ouvre la porte. Et là, ce qu'ils voient dépasse tout leur cauchemar. Une vision d'enfer. Tout le toit est en feu. Et la base de la flèche. Et ça coiffe. Le plomb commence à dégouliner. Et eux, ils sont 3, sur un petit balcon qui fait à peine 1 mètre carré. On attaque! Myriam positionne sa lance. Le servant la branche sur la colonne sèche qui immédiatement se gonfle de l'eau qui est envoyée d'en bas par les camions. Et elle se met à arroser. À pisser, en vérité, sur ce brasier d'enfer qui semble se moquer d'eux. Les flammes font plusieurs mètres de haut. Elles font quoi? 10 mètres. Et elles avancent. Et il y a du vent. Un mauvais vent qui pousse les flammes vers eux. On va se faire coincer. Qu'est-ce qu'il dit, le chef? Ah, pour l'instant, rien. Ne pas penser. Ne pas réfléchir. Tenir. Coûte que coûte. Il est 19h37 et Myriam est toujours là à lutter avec sa lance dérisoire. Malgré son masque, son casque et son respirateur, elle sent la chaleur sur son visage. Elle a les yeux qui pleurent. Mais elle se livre tout entière, tout entière. On change de point d'attaque! Myriam remballe sa lance, elle s'engouffre sous le toit, dans la forêt. L'idée, c'est d'aller viser le cœur. Mais le danger est trop grand, elle fait demi-tour. Il faudrait ceinturer le feu! Myriam a le plan de la cathédrale en tête. Il y a une porte plus loin qui donne sur un chemin de ronde. Ils vont sortir par là. La lance est assez longue. Mais il faut qu'aucune poutre ne tombe dessus et vienne ralentir le débit qui est déjà si faible. Myriam passe la porte. Elle s'engage dans la corniche. Les poutres sont en train de s'effondrer les unes après les autres. Et la chaleur est démente. Peut-être 300 degrés. Avec un effet four à pain qui est causé par la voûte en dessous. La chaleur augmente à chaque pas. Si elle va tout droit, elle pourra attaquer le cœur du brasier. Il doit y faire dans les 600 ou 700 degrés.
Elle crève de chaud sous sa combinaison. Ça y est, la lance est en position. Ils savent que de l'autre côté, côté sud, une autre équipe est en place. Elle ne voit pas le feu qui s'est emparé de la flèche. Elle ne voit pas que le feu crève la flèche. Elle arrose droit devant. Et soudain, un bruit assourdissant. Elle se colle au mur. Le vent semble devenu fou. L'air est saturé de flamèches qui cherchent un point de chute et qui valdinguent dans tous les sens. Myriam ne sait pas que la flèche s'est effondrée. Repli! Repli! Elle fait demi-tour. Elle court vers l'escalier. La porte est fermée. Condamnée. Myriam est coincée avec son équipe sur une coursive à 40 mètres du sol. Cette putain de porte résiste. Y a rien à faire. Ils la frappent de toute leur force. Ils donnent de grands coups de hache. Rien n'y fait. Et là, Myriam applique la procédure. C'est un réflexe conditionné. Radio, en rade, y a plus de jus. Balise de détresse, à portée de main, ok. Bouteille d'oxygène à moitié pleine. Il lui reste beaucoup d'air, c'est très bien. Ouf! La radio marche à nouveau. On vous envoie des gars. Leur balise a fonctionné. On les a localisés par GPS. Myriam balaye la coursive du regard. Le feu gagne du terrain. Et elle est dépitée. Ils ont perdu la bataille. Ils sont arrivés trop tard. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné l'alerte si tard? Mais qu'est-ce qu'il faut de plus tard? On perd du temps. Quelques secondes plus tard, ils entendent des coups sur la porte. Et la porte s'ouvre enfin. Pas de blessés? RH. Myriam et ses équipiers dévalent l'escalier. Et 100 marches plus bas, ils arrivent à l'air libre. Myriam enlève son casque. On fait quoi maintenant? On sort la grosse et on crache. Là-haut, Myriam avait la petite, 2 ou 300 litres d'eau par minute. La grosse envoie 1000 litres, 8 litres d'eau à la seconde. Faut s'accrocher, hein. La pression peut monter d'un coup, jusqu'à 8 bars. En bas sur le parvis, ça grouille de monde. Près de 400 pompiers sont maintenant déployés. Toutes les casernes de Paris et de la petite ceinture. Aux alentours de 20h05, un homme arrive sur le parvis. Il est confus de débarquer si tard. Il s'appelle Jean-Marc Fournier, il est militaire et prêtre. C'est l'aumônier des sapeurs-pompiers. Ah, mon père, on vous cherchait partout. Je suis désolé, c'était une cérémonie à l'Arc de Triomphe et j'avais coupé mon portable. Et c'est en partant en haut des Champs-Élysées que j'ai vu la fumée. Il y a des blessés? Non, mon père, non. Et le trésor? Justement, c'est pour ça qu'on vous cherchait. Le père Fournier s'engouffre sous une tente réservée aux personnalités. Le président Macron est là, le premier ministre, la maire de Paris, et le recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet. Ah, Monseigneur. Non, c'est vous, mon père. Il faut y aller, mon père. Et il faut aller sauver le trésor. Et il faut faire vite avant que tout s'effondre. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.